Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. On apprenait récemment que l'UQAM emboîte le pas de l'Université McGill, finalement ses étudiants, et décide, elle aussi, finalement, des étudiants, ont décidé aussi d'ériger un campement pro-palestinien au complexe des sciences de l'université. On en parle avec Leila Khaled, co-porte-parole de Solidarité pour les droits humains des Palestiniens et Palestiniennes UQAM. Bonjour, Madame Khaled. Bonjour. Très heureuse de vous parler aujourd'hui puis de vous entendre. Je me questionnais tout de même les raisons pour lesquelles vous ne vous dévoilez pas le visage pour nous parler. Vous êtes porte-parole de ce mouvement-là. En fait, je pense que pour nous, c'est important de garder l'anonymat pour ne pas centrer la lutte autour d'une personne ou une personnalité. Et d'autres choses, je pense que aussi ce que je porte en tant que Koufiya, c'est assez symbolique par rapport à la lutte palestinienne. Donc, voilà. Non, on se posait la question puisque votre nom est public et on voit bien le port du keffieh, c'est évidemment tout à fait légitime et correct, mais j'aurais bien voulu parler avec quelqu'un que je regarde dans l'entièreté du visage. C'est pas grave. Passons à autre chose. Pourquoi l'UQAM? Parce qu'on voit que les étudiants de McGill, eux, ils demandent à ce que le fonds de dotation de McGill arrête de financer des entreprises liées à l'armement. Il a été démontré que McGill investissait dans des entreprises liées à l'armement. L'UQAM, elle, n'est pas dans cet état de situation-là. L'UQAM n'utilise pas et n'investit pas dans les entreprises liées à l'armement. Quelle est la différence entre vos demandes à l'UQAM versus la demande de ceux qui étaient à McGill et qui sont encore à McGill? Nous, à l'UQAM, en fait, on est venu d'ailleurs avec des revendications différentes parce que la situation, effectivement, elle est différente à l'UQAM. Et d'ailleurs, le recteur, il avait bien dit qu'il n'y a pas d'investissement et notre revendication est très simple, donc de divulguer publiquement tous les liens et leurs relations avec Israël. Donc, ça poserait pas donc de problème de le mettre juste sur le site web de l'université qu'il n'y a pas de lien. L'autre chose qu'on demande, c'est aussi un boycott académique, ce qui est différent par rapport à la question d'investissement. Ça veut dire de couper les relations avec les universités israéliennes et qu'il n'y aura pas un échange avec ces universités tant que Israël ne respecte pas les droits humains. Et on l'a vu en tout cas à travers la Cour internationale de justice et plusieurs autres organisations internationales qui reconnaissent très bien qu'il y a un problème et des enjeux des droits humains à Gaza aujourd'hui. Je pense que ce qu'on demande est quand même assez réaliste et légitime. Je veux qu'on puisse démêler cette question-là, si vous le permettez. La question des échanges avec les universités, ne pensez-vous pas que les échanges en matière d'éducation est le meilleur gage de former des citoyens israéliens plus disons, sensibles à la question des droits humains, plus imprégnés de la question des droits humains et plus sensibles à la réalité des Gazaouis qui sont en train de mourir aujourd'hui? Oui, certainement, si c'était le cas des universités israéliennes, par exemple, qui travaillaient sur des questions qui sont en lien avec les droits humains, parce qu'on sait très bien, et d'où on a développé un document qui détaille un peu ces relations, parce que ces universités israéliennes, d'abord, ils développent et contribuent vraiment au savoir et à la validation de la propagande israélienne et aussi le développement technologique des armements qui sont utilisés dans l'armée. Et non seulement ça, même si à l'université de Tel Aviv, par exemple, il y avait le professeur qui a développé, lui, qui a écrit le code armée israélienne, donc même l'armée il est formée à travers ces universités. Donc ces universités pour nous sont des acteurs majeurs dans le génocide et toutes les politiques d'armement et même c'est même d'inventer des façons judiciaires vraiment pour valider un peu ces génocides. Et il faut pas oublier que dans ces mêmes universités, les Palestiniens n'ont pas le droit comme les autres citoyens. Et il y a une grande censure par rapport à la question et l'histoire palestinienne. Par exemple, mais Madame Khaled, je ne suis pas nécessairement votre raisonnement parce que j'ai l'impression qu'on essaye de trouver des raisons pour bloquer tout ce qui est israélien. Est-ce que vous n'êtes pas en train de diluer votre message en vous attaquant aux institutions d'enseignement israéliennes plutôt qu'à dénoncer les politiques génocidaires de Benjamin Netanyahou, qui sont deux choses différentes? Un peu comme si on s'en prenait aux Gazaouis parce qu'ils ont le Hamas. Or, le Hamas puis les Gazaouis, c'est deux choses différentes. Ne vous pensez pas que vous gagneriez à faire la distinction entre la société israélienne et la politique de Benjamin Netanyahou?
Mais les universités ne sont pas des sociétés. C'est des institutions publiques qui sont financées par le public et qui forment des soldats et du savoir-faire et de la technologie pour l'armement. Comme toutes les universités à travers le monde? Toutes les universités à travers le monde font ça. Non, mais ça développe le savoir pour l'Israël et pour les guerres qui se font actuellement en Israël, à Gaza et en Palestine. Donc nous, il n'y a aucune contradiction. En plus, c'est vrai que le recteur, il avait dit déjà qu'il n'y a pas de lien, mais par contre, juste une heure après, le consulat d'Israël à Montréal, il avait annoncé une discussion et il travaille sur accroître les relations israéliennes. Donc je pense quelque chose à questionner. Nous, on demande simplement divulguer publiquement toutes les relations avec Israël et d'adopter de boycott, ce qui est conforme aussi à la politique éthique numéro 43 de l'UQAM. Il faut pas quand même collaborer. Madame Khaled, je suis désolée, parce que vous demandez de la transparence de la part de l'université l'Université du Québec à Montréal, mais vous ne voulez pas faire preuve de transparence en dévoilant votre identité. Est-ce que Leila Khaled est réellement votre nom ou est-ce que c'est le nom d'emprunt d'une militante palestinienne très connue? Mais en fait, je pense que déjà centrer encore une fois une lutte politique sur l'individu. Mais vous demandez de la transparence, Madame Khaled. Vous demandez de la transparence de la part de votre institution. Vous devriez peut-être donner l'exemple. Nous, on est transparent dans nos revendications et comme j'avais mentionné au début, l'anonymat, c'est nécessaire pour notre mouvement. Alors, l'anonymat est bon pour vous, mais pas pour l'université. C'est bon pour vous. Alors, vous vous donnez, vous, des paramètres que vous ne donnez pas à l'université. C'est un peu contradictoire. Aujourd'hui, vous êtes masqué, vous ne donnez pas votre identité, mais vous dites que vous êtes porte-parole d'un mouvement. Est-ce que vous pensez rendre justice à ce mouvement-là, Madame Khaled? J'ai l'impression que vous nuisez à ce mouvement pro-palestinien, que vous ne l'aidez en agissant de cette manière-là. Nous, on n'est pas une institution, on est un mouvement social à travers... Inconnu et anonyme. Non, c'est le SDHPP qui organise ça. Alors, c'est quoi votre nom, Madame Khaled? Et est-ce que vous pouvez dévoiler votre visage? Vous êtes porte-parole. Je pense que je suis invitée aujourd'hui pour parler du mouvement et c'est pas de ma personne individuelle et personnelle. Oui, mais vous demandez de la transparence, Madame Khaled. On vous demande la même chose. Pourquoi vous n'appliquez pas ce que vous demandez à une institution publique? Il me semble que c'est juste le b.a.-ba. Moi, je parle au nom du mouvement et on parle du mouvement de nos revendications. C'est qui le mouvement? C'est le SDHPP, qui fait partie d'un mouvement étudiant plus large qui a commencé à McGill. Je pense de centrer le débat autour de ma personne et mon individualité, c'est vraiment, c'est détourné. Mais c'est vous qui êtes présentée à l'entrevue masquée, Madame Khaled, et je sais même pas si Madame Khaled est votre nom ou un nom d'emprunt. Alors, vous trouvez que c'est difficile de mener une entrevue avec quelqu'un qui veut pas dire qui il est? Mais pourquoi vous avez accepté alors de faire l'entrevue avec moi? On savait pas. Vous avez pas dit que vous alliez venir masquer, Madame Khaled? Vous l'avez pas dit? Avec moi, ils ont accepté de faire ça. Il y a que vous posez ce genre de questions et personnalisez la question, malheureusement. Parce que je trouve malheureusement que vous nuisez à la cause palestinienne qui a besoin de porte-parole qui soit efficace, Madame Khaled. Il y a des enfants à Gaza qui sont en train de mourir actuellement aujourd'hui, puis vous êtes masqué, vous présentez dans une entrevue plutôt que de porter leur voix, puis porter la voix des femmes et des enfants palestiniens qui sont en train de mourir. Vous en faites une question politique et vous nuisez au message. C'est ce qui me fâche, Madame Khaled. Il y a des enfants qui sont en train de mourir et vous faites de la petite politique et vous nuisez au message de la cause palestinienne. Si vous pensez que vous rendez justice à la cause palestinienne en venant en entrevue comme ça, vous ne l'aidez pas à cette cause palestinienne. Elle a besoin de bons porte-parole, de porte-parole qui expliquent réellement la situation et qui ne se cachent ni derrière un foulard, ni derrière un nom d'emprunt, Madame Khaled. La moindre des choses, vous demandez du courage au gouvernement, vous demandez du courage à l'université, mais vous devez faire preuve de courage, à tout le moins vous présenter comme une porte-parole digne. Maintenant que ça c'est dit, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. De décider qui parle au nom de cette cause.